Eh bien bonjour à tous nos auditeurs, nous sommes le 12 août 2020, il est 9h59 et nous enregistrons la première rubrique de cette émission mensuelle. Merci d'être là pour nous écouter. Donc aujourd'hui, alors déjà je me présente, je suis Baptiste, l'animateur de Radio SR, et aujourd'hui je reçois Claude Grandjean. Bonjour. Bonjour Claude, bienvenue. Alors, et je reçois aussi Alain Lehec. Bonjour Baptiste. Qui sont tous deux habitants d'Essert. Alors Claude, est-ce que tu peux te présenter succinctement? Succinctement. Succinctement. Oui, je suis un Essertois de longue date, puisque je suis sur cette place qui offre un regard sur l'ancienne mairie-école. Et c'est dans cette mairie-école que j'ai vécu mes premières années d'enfance. Donc c'est vrai que je me sens assez essertois. Merci. Moi, je ne suis pas originaire d'Essert. J'ai habité longtemps en Normandie et je suis venu en territoire de Belfort en 1964. Et j'habite à Essert depuis 1976. Donc je commence à bien connaître la commune. Ça fait 32 ans que je suis dans le monde associatif. Donc c'est un moyen très, très important pour connaître la commune et connaître les gens également. Merci à tous les deux. Alors aujourd'hui, pour cette première rubrique, on va parler de la vie associative du village. Donc j'aimerais savoir si vous avez des éléments à nous donner sur les activités qui reprennent et puis éventuellement les nouveautés. Voilà, on a envie de savoir. Alors en ce qui me concerne, moi je suis vice-président du foyer culturel et social. Nous avons prévu une rentrée autour du 22 septembre, mais c'est quand même conditionné par, disons, les conditions sanitaires. Eh oui. Et disons dans quelle mesure nous aurons accès aux salles communales et suivant quel protocole. Donc pour l'instant, nous avons préparé le programme de rentrée. Nous avons prévu une distribution même dans les boîtes aux lettres d'un petit fascicule qui regroupe l'ensemble des activités du foyer avec leur localisation et les horaires. Ça, c'est pour préparer la rentrée. Dans quelles conditions elle se fera? Est-ce qu'elle se fera effectivement dans les dates qu'on avait prévues? Ça, on ne le sait pas. Oui, pour l'instant, on n'a pas suffisamment d'éléments. Non, alors, c'est des activités qui s'adressent aux familles, à tous les publics, aux enfants? Alors, c'est des activités qui sont soit, on peut dire, sportives, soit culturelles, soit de bien-être. Je pensais par exemple à la sophrologie, choses comme ça, mais ça peut être des activités plus sportives comme la gymnastique, la zumba. Ça peut être sportif comme le badminton ou le tennis de table ou la marche. Ça peut être culturel comme la peinture. Super. Oui, donc c'est une association qui propose des activités très variées. Merci. Pour ma part, je suis impliqué simplement dans la vie du jumelage, qui est une association aussi essertoise de déjà longue date aussi. Alors ce jumelage, il rencontre les mêmes problèmes que ceux qui viennent d'être évoqués par Alain à l'instant. Il y a eu cet été un stage local qui était animé par différentes personnes et qui a permis de réunir des jeunes essertois et d'entrer en relation avec les Irlandais, mais chacun de son côté, confinement ou post-confinement oblige. Alors quant à la rentrée, je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Pour l'instant, le jumelage s'associe à un projet de journée du patrimoine à Essert, à une découverte de la commune, sous forme d'un rallye qui devrait être programmé. Pour l'instant, c'est la seule activité de reprise. Ok, c'est un rallye qui aura lieu à quel moment de l'année? Ça aura lieu en septembre, en principe, à la date officielle des journées du patrimoine.
Qui sont donc, je crois le 20 septembre ou Oui, c'est septembre. autour du 20. Oui. Je n'ai pas la date précise super. en tête. Merci beaucoup. Eh bien, merci d'être toujours à l'écoute de Radio SR. Je suis toujours avec Claude qui, cette fois-ci, on va évoquer ensemble le chemin des écoliers d'Essert. Oui. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors effectivement, donc nous sommes aujourd'hui sur les chemins des écoliers à Essert, car la rentrée scolaire 2020 approche et elle sera assez singulière. La médiathèque se scinde et accueille une nouvelle salle de classe. Une nouvelle salle de classe, mais comment ça se fait ? Une nouvelle salle de classe, faute d'espace disponible dans l'école Tasief. Donc on a de plus en plus d'enfants inscrits dans les écoles d'Essert, c'est ça ? Absolument, absolument. Et on peut-être que pour l'année prochaine, il faudra créer aussi une nouvelle classe à l'école Cousteau. Beaucoup d'enfants à Essert, oui, parce qu'au terme d'une urbanisation intense ces dernières années, Essert doit se donner les moyens de scolariser les nombreux enfants qui sont arrivés. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et alors, est-ce que tu peux pour les personnes qui viennent d'arriver sur le territoire, est-ce que tu peux nous resituer un peu géographiquement les deux pôles, les deux écoles ? Oui, alors au centre du village, on rencontre l'école Tasief, qui est la plus ancienne, celle qui se trouve dans le centre historique de la commune. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui, en fait. C'est là où nous sommes, effectivement. Et le paysage a changé depuis les débuts de cette école, mais il reste toujours quand même des traces de ce passé, et notamment autour de ce bâtiment mairie-école qui date en fait de 1857. D'accord, et du coup l'autre pôle scolaire, donc c'est l'école Cousteau, c'est ça ? C'est ça, oui. L'école Cousteau, elle est beaucoup plus récente, si on peut dire. Elle a été créée en 1960. Ok. Et donc l'école Cousteau, c'est plus du côté du Super U, c'est ça ? C'est ça, oui. L'école Cousteau se trouve sur ce que l'on appelle le coteau d'Essert. C'est une école qui a été créée en 2 temps. Sa première création a été réalisée en 1960, je viens de le dire, après une décision prise en 1957. Et ensuite, en 1973, cette école a été dotée d'un nouvel ensemble qui était constitué d'une école maternelle, d'une école primaire et d'un plateau scolaire. Voilà, c'est assez haut sur le coteau. Dans un premier temps, cette école, en 1957, devait être créée le long de la route nationale de l'époque, c'est-à-dire à hauteur du giratoire du Super U d'aujourd'hui. Mais très vite, on s'est aperçu que l'endroit, s'il était stratégique, ne convenait plus pour des normes scolaires. Si bien que l'école est montée un petit peu plus haut sur le coteau, et qu'ensuite il a fallu créer ce qu'on a appelé la rue des écoles. Oui, alors donc ces 2 écoles, je parlais à l'instant de l'école Tasief et de l'école Cousteau. C'est des dénominations qui aujourd'hui, pour les enfants qui vont faire leur rentrée, des dénominations qui n'ont plus de sens véritable. Parce qu'aujourd'hui, on parlera effectivement des groupes scolaires Tasief et Cousteau. Et c'est quasiment en 2000 que, après une consultation de la population, les 2 groupes scolaires ont trouvé une appellation singulière. Pourquoi Tasief ? Pourquoi Cousteau ? Ce sont des choix qui ont été faits par des enseignants, par les usagers, par des habitants d'Essert. On sent une volonté d'exploration quand même là. Oui, tout à fait. Et effectivement, le point commun, ce sont des grands explorateurs, l'un de volcans, l'autre de fonds sous-marins. Mais quoi qu'il en soit, ce sont des noms qui sont porteurs de valeurs singulières et communes qui conviennent bien à l'école publique. Super.
Et donc historiquement, ces écoles avaient, si on remonte dans le temps, elles s'appelaient pas comme ça. Ces écoles. Non, effectivement. Donc, si on remonte dans le temps, on ne parlait que de l'école. Quand on évoquait à SR la mairie école, il s'agissait il y en avait qu'une. Il n'y en avait qu'une, c'est l'école Taziev, donc qui se trouve le long de la rue de Lattre de Tassigny. Qui à l'époque s'appelait l'école du centre, c'est ça? On parlait de l'école du centre? On parlait tout simplement de l'école des Serres, puisque c'était la seule. Et elle est devenue école du centre quand l'école du Coteau a été créée. Voilà, alors cette école du centre, elle est effectivement historiquement la plus ancienne. Elle a été construite à partir de 1857, donc avant la guerre de 1870. Et elle a connu différentes des extensions pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. La dernière extension en date étant la salle Stromboli. Stromboli, tout le monde aura bien fait le lien. École Taziev, salle Stromboli, le vulcanologue est dans le secteur. Ça chauffe. Oui, ça chauffe. Ça chauffe. Alors ça chauffe, mais justement, comme ça chauffe, il y avait aussi toujours une fontaine devant cette école. Cette fontaine qu'on appelait la fontaine du Bourboire, et qui a connu aussi des moments assez singuliers, parce qu'à un certain moment, la municipalité a été amenée à déplacer cette fontaine et à l'installer dans le jardin de l'instituteur, c'est-à-dire aujourd'hui sur l'espace Stromboli. Elle a été installée donc dans le jardin de l'instituteur parce qu'en fait les laveuses, comme on disait à l'époque, faisaient trop de bruit pendant qu'elles lavaient. Le bruit du battage du linge et puis le bruit de toutes les conversations qui pouvaient circuler entre elles, au moins une fois par semaine. Et ce bruit dérangeait. Et ces bruits dérangeaient, dérangeaient la sérénité de l'école. On était à une époque où le moindre bruit et des bruits humains et de voix pouvaient gêner donc les enseignants. Intéressant cet aspect historique. Oui, alors il y avait aussi de l'autre côté de la rue de Lattre de Tassigny un bâtiment que l'on appelait la Petite École et qui avait aussi donc sa place. Et on pourrait dire qu'en fait, à l'époque, l'école Taziev, donc école du centre, donc école de cours, était un véritable groupe scolaire à lui seul. Parce que cette petite école datait de 1827, elle était tenue à l'époque par des sœurs, et puis elle est devenue ensuite salle de classe dans l'école publique jusque dans les années 1950, accueillant les CM2 et les fins d'études. Entre 1955 et 1960, elle a perdu sa vocation de salle de classe, mais elle était toujours utilisée par l'instituteur de l'époque qui l'a transformée en sorte de ciné-club les fins de semaine. Ah, il y avait un ciné-club pour enfants, c'est ça? Quasiment, c'était pour enfants et pour adultes. Je dirais plutôt adolescents et adultes. C'était animé par l'instituteur Monsieur Rose à l'époque et des bénévoles. C'était un passionné de cinéma. Et le cinéma était déjà entré dans la commune à l'école de filles en 1932. J'ai pu relever dans les archives qu'un appareil de cinéma avait été acheté à l'époque. Et des séances de cinéma par ailleurs avaient déjà lieu au café Chevillot dès janvier 1928, ce qui avait été un grand événement pour SR. Ah, le café Chevillot, alors je ne sais, c'était un café du secteur? Alors oui, c'était un café du secteur, mais qui était plus en direction de Belfort. C'est une époque où SR, comme tous les villages, avait beaucoup de cafés, notamment des cafés dansants, et en l'occurrence là même un café cinéma à certains moments. En fait, cette salle, donc cette petite école, a eu ensuite d'autres vocations. Elle est devenue salle de la revue, parce qu'à une certaine époque, elle accueillait le matériel qui permettait de fabriquer les revues dans la commune des Serres. Les revues municipales? Oui, les revues municipales, qui étaient faites de façon assez empirique, avec les moyens du bord.
Et puis ensuite, elle est devenue salle de la Fontaine. Et là, elle a accueilli des activités scolaires, en particulier celle du foyer. Elle était aussi un lieu de réunion. Et lorsqu'elle était à l'école, tout cela se passait, et tout ce que je viens de dire se passait plutôt à l'étage supérieur. Et l'étage inférieur, lui, a eu toutes sortes de vocations. À un certain moment, il est devenu une sorte de corps de garde. Ensuite, mais ça c'est très ancien, ensuite il a accueilli... Alors est-ce que tu peux nous donner la fonction d'un corps de garde, s'il te plaît, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas le concept? Oui, j'ai pas beaucoup de détails sur le corps de garde, mais simplement c'est un lieu qui pouvait accueillir le garde champêtre, le matériel du garde champêtre, et puis ensuite corps de garde dans le sens aussi où il y avait une bascule publique qui permettait de peser les denrées qui entraient sur le territoire de la commune, qui circulaient sur le territoire de la commune. C'était aussi une distillerie municipale en son temps. Ah. Et puis, ah oui, c'est important. et puis, à un autre moment, c'est un lieu qui accueillait les malheureux de passage. Et ça, c'était en 1921. Ça figure dans les archives des conseils municipaux, en offrant 2 couchettes pour les pauvres qui passaient à ce moment-là. Ah, donc c'était l'ancêtre d'un centre d'hébergement d'urgence, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Mmh. Et puis, plus paisiblement, si on peut dire, un peu plus tard, c'est un lieu qui a accueilli aussi le corbillard. Alors ça me rappelle, moi, des moments assez singuliers, parce que lorsqu'on était en classe, à un certain moment, parfois, on entendait arriver le conducteur du corbillard, qui s'appelait Auguste, et qui venait avec son cheval atteler le corbillard. Alors évidemment, on essayait de garder une oreille attentive à ce que nous disait le maître d'école, mais on ne pouvait pas non plus s'empêcher d'être fasciné par les bruits du malheur sous nos pieds. On entendait des chocs mat, des frottements de planches, des grincements de roues. Et ça, c'était synonyme de quelqu'un qui partait. Voilà, c'était synonyme d'un nouveau voyage, d'un ultime voyage. Et je pense qu'on n'avait pas une connaissance véritablement de la mythologie et du passeur des morts, mais je crois qu'à l'époque quand même, cet Auguste et son corbillard prenaient un petit peu ce sens, cette perspective pour nous enfants. En tout cas, ça, c'était une façon de l'évoquer, en tout cas. Oui, mais je dois dire aussi que c'était un moment de distraction qui était assez agréable, et notamment à entendre le conducteur non pas échanger, mais soliloquer avec son cheval pour qu'il entre bien dans le harnais pour ensuite partir en grincement de roue vers la demeure du défunt, qui allait être conduit ensuite à l'église et au cimetière. Et oui, et l'attraction animale en plus qui revient au goût du jour, donc merci de parler de soliloquer. Oui. On espère que ça revienne à la mode. Bon, là pour l'instant, c'est pas encore une pratique très généralisée, mais c'est chouette de savoir que ça a existé. Ok, merci. Mais c'est avec plaisir. Alors, donc on touche à la fin de cette interview, de cette rubrique sur l'histoire des écoles. Donc tu voulais partager avec nous deux dates qui te paraissent significatives, Claude, c'est ça? Oui, je repensais simplement que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a un certain nombre de blocages, et la période a été assez étonnante, étrange, et notamment le projet d'une nouvelle école qui était apparue avant la Deuxième Guerre mondiale a été bloqué en 1940 par la préfecture. Bon, il y a eu quelques évolutions qui se sont faites pendant la période, quelques évolutions pittoresques comme l'achat de poêles à charbon en 1931 pour cette école du centre, c'était un grand progrès. J'ai relevé aussi en 1949 le conseil municipal qui annonçait l'interdiction d'élever
des animaux dans le sous-sol de l'école, ce qui est un détail assez cocasse à notre époque, aujourd'hui où on prend tant aussi de précautions par rapport aux enfants. Les normes sanitaires ont un petit peu évolué. Oui, en même temps que donc l'eau courante un an plus tard qui arrivait dans la commune. Et puis en 1952, ça c'est après-guerre, voilà, c'est le déclenchement des 30 Glorieuses. Un garage qui s'est construit dans la cour d'école. L'instituteur a eu droit à son garage, et bon, c'est amusant que ça soit aussi dans la cour d'école, puisqu'aujourd'hui on n'imaginerait plus tout à fait ce genre de choses. Alors pendant la Deuxième Guerre mondiale, 2 dates marquantes à Essert et ailleurs. En avril 1942, la fête des mères est instituée, donc les enfants des écoles ont dû sans doute commencer à envisager des petits travaux manuels à réaliser pour les mamans sur l'air de « Allons enfants à vos poteries ». Et puis j'ai relevé aussi en juin 1942 que le conseil municipal décidait, c'est une grande avancée, il décidait d'acheter des fruits en récompense aux enfants qui ramasseraient les doryphores dans la commune. Donc, et oui, on voulait protéger les patates. Et oui, les sacro-saintes patates qui étaient vitales à l'époque, elles méritaient que des bataillons d'enfants aillent ramasser les doryphores, et c'était vivement encouragé par la commune. Je trouve que c'était aussi un détail et un exemple assez quand même signifiant de la vie à l'époque. Eh ben, merci beaucoup Claude pour toutes ces anecdotes historiques éclairantes. C'est un vrai plaisir de t'avoir reçu aujourd'hui pour Radio SR et je fais le vœu qu'on puisse se revoir pour une prochaine rubrique. D'accord, merci de m'avoir accueilli. C'était un plaisir aussi pour moi d'échanger dans ce cadre, et puis d'évoquer le passé, le présent, et puis l'avenir qui se dessine pour les jeunes qui vont entrer à l'école très prochainement. Merci Claude, à bientôt. À bientôt.